Voici un nouvel épisode de ces chansons qui se ressemblent très étrangement. On va décrypter tout ça ensemble afin de savoir s'il s'agit d'un plagiat, d'un sample ou bien d'une pure coïncidence. Et on commence tout de suite avec le premier round, Beyoncé versus Franklin. Alors oui, le dessin animé, ce qui paraît complètement absurde, mais vous avez été très nombreux à m'en faire part, alors réécoutons les deux titres. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. Hey, c'est Franklin, il est là. Je refuse. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Il entre chez moi. C'est Franklin. Alors, au risque de vous décevoir, je ne vois pas de grande similarité entre ces deux chansons, bien que le fait que ça puisse être le cas me fait beaucoup sourire. Mais voilà, ce sont juste deux chansons qui contiennent du banjo. Toutefois, c'est vrai que les deux morceaux semblent être joués sur la même tonalité. La rythmique est assez proche, mais je trouve que ça s'arrête là. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. En tout cas, de mon point de vue, la ressemblance n'est pas assez forte pour que ça puisse permettre d'aller faire une poursuite en justice. Je pense que Beyoncé peut dormir tranquille. Thank you. Ce serait donc une pure coïncidence. Dites-vous que cette histoire a tellement pris d'ampleur que Bruce Cockburn, le compositeur du générique de Franklin, a été interrogé sur le sujet dans les médias. Et bien qu'il ait reconnu une similitude rythmique entre les deux morceaux, ce dernier a insisté sur le fait que Texas Hold'em est une création bien distincte et a également souhaité beaucoup de succès à Beyoncé avec ce titre. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À vrai dire, ça m'a pas sauté aux oreilles lors de ma première écoute, mais d'un côté, c'est vrai que je n'ai pas vraiment grandi avec Franklin, j'étais plus Pingu moi. Bon, personnellement, je l'adore ce titre. Rappelez-vous, Beyoncé nous l'a dévoilé le 11 février dernier lors de la soirée du Super Bowl avec 16 Carriages. D'ailleurs, petite préférence pour ce dernier que je trouve beaucoup plus mélancolique. 16 carriages, driving away while I watched her ride with my fears away to the... Pareil, la publicité qui fut diffusée pendant le match était absolument spectaculaire. Ça fait du bien de l'avoir joué avec autant de second degré. En tout cas, Texas Hold'em continue de faire son petit bout de chemin dans les charts mondiaux et il se stabilise plutôt bien. La chanson s'est hissée en tête du Billboard Country aux États-Unis. C'est une première pour une femme noire. Beyoncé a également décroché un nouveau numéro 1 au Royaume-Uni avec Texas Hold'em. Ça ne lui était pas arrivé depuis 2010 lors de son feat avec Gaga sur téléphone. Alors ce n'est pas la première fois que Beyoncé s'essaie au country puisque rappelez-vous en 2016 sur Lemonade, nous avions le titre Daddy's Lesson qui est pour moi l'un des meilleurs de l'album. Écoutez. With his gun, with his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Lemonade, j'y décrypte tous les samples qui sont disponibles sur l'album, je vous la mets juste ici. Toutefois, on peut quand même noter que l'exploitation de Texas Hold'em n'a pas été sans secousse médiatique, puisque récemment, une station de radio de l'Oklahoma a refusé de jouer la chanson, affirmant qu'il ne passait pas du Beyoncé car ils sont une station de musique country. Cependant, suite à une mobilisation massive de la Beehive, la radio a finalement ajouté Texas Hold'em à sa playlist. Le directeur général de la radio avait expliqué que leur refus initial était dû à leur méconnaissance de la nouvelle orientation musicale de Beyoncé. Il a aussi tenu à préciser leur affection pour Beyoncé et leur enthousiasme face à sa nouvelle direction musicale. Et bien moi aussi, je vous avoue, j'ai hâte de voir la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce début de nouvelle ère. Allez, on passe au second round qui est pour moi le plus fou et le plus intéressant de cet épisode. Il s'agit de The Verve avec Bittersweet Symphony versus The Last Time des Rolling Stones. Réécoutons les deux titres. It's a bittersweet symphony that's life. But you know it should be easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. I can change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold. I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold. No, 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 no.
Alors à première vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne saisit pas forcément les similarités. Et pourtant, cela va créer l'un des plus grands litiges de l'histoire de la musique. Mais pour comprendre toute cette histoire, il faut remonter un petit peu le temps. Nous sommes fin des années 90, et le leader du groupe de The Verve, Richard Ashcroft, était sur le point d'abandonner la chanson Bittersweet Symphony, jusqu'à ce que le producteur Martin Glover ajoute des cordes par-dessus. Une mélodie alors devenue incontournable. Et c'est à ce moment précis que Richard Ashcroft saisit le potentiel du titre, mais c'est aussi à ce moment-là que les problèmes vont commencer. En effet, Bittersweet Symphony est juste magistrale, parce qu'elle superpose de nombreuses couches d'instruments qui se conjuguent à merveille. Dont une partie de cordes issue de l'enregistrement de The Last Time par l'orchestre d'Andrew Loog Oldham. En effet, la chanson des Rolling Stones sortie en 65, The Last Time, a été réutilisée par le producteur des Stones, Andrew Loog Oldham, pour une version instrumentale qui a ensuite été utilisée par The Verve. Écoutez. En fait, à l'époque, vous aviez pas mal de producteurs qui s'amusaient à réarranger certaines chansons populaires en version orchestrale. Et ce fut le cas avec les Rolling Stones. The Verve a pourtant fait les choses bien, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu la licence auprès de Decca Records pour l'utilisation du sample de la version orchestrale, mais ils n'ont pas pensé à demander l'autorisation de la chanson sous-jacente, celle des Rolling Stones. J'espère que vous me suivez. Ainsi, lorsque le manager de The Verve, Jas Summers, a appelé l'ancien manager des Stones pour l'autorisation d'utiliser le sample, il a tout simplement dit non. Puisqu'en 1997, c'est Allen Klein, ancien manager des Rolling Stones donc, qui détient les droits sur tout le matériel des Rolling Stones avec sa société qui s'appelle ABKCO Records. Je cite le bassiste de The Verve. On nous a dit que ça allait être une répartition 50-50, puis ils ont vu le succès qu'on tirait de cette chanson, ils ont téléphoné et ils nous ont dit « Nous voulons 100% des royalties, ou nous la faisons retirer des magasins, vous n'avez pas vraiment le choix ». D'ailleurs, dans le livre Allen Klein, The Man Who Bailed Out the Beatles, Made the Stones and Transformed Rock and Roll, il est indiqué que Jas Summers, le manager de The Verve, a proposé à Allen Klein 15% de l'édition pour obtenir les droits, ce que Klein aurait catégoriquement refusé, et lorsqu'il a réalisé que The Verve était sur le point de sortir un tube qu'il ne pouvait pas sortir sans son accord, il a exigé 100% de l'édition. The Verve a donc dû faire une croix sur l'ensemble des royalties qui émanent de la chanson, au profit de la société de Allen Klein. C'est ouf! Et ça représente énormément d'argent puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette chanson a juste été un énorme tube à travers le monde. Ça a dû d'ailleurs être très compliqué pour le groupe de savourer le succès de leur chanson avec une telle controverse. D'autant plus que la chanson a été utilisée à de maintes reprises dans des publicités et ce contre la volonté du groupe The Verve. En fait, ils étaient complètement impuissants face à la situation puisque l'ensemble des droits appartenait à la société d'Allen Klein et ABKCO Records. Et on se parle de grosses marques puisqu'il s'agit de Nike. Nike, oh je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous dites Nike ou Nike. Toutefois, on peut tout de même noter que l'utilisation de la chanson dans la publicité a permis de booster les ventes de l'album et a offert au groupe une grande visibilité aux États-Unis. Mais ce que je trouve le plus fou dans l'histoire, c'est que même la chanson des Rolling Stones semble être inspirée par une autre chanson. Et pourtant, les Staple Singers n'ont jamais reçu de royalties par rapport à cela. Du coup, je trouve ça assez dommage qu'ils n'aient pas eu la même ouverture d'esprit quant à The Verve et la même générosité. En revanche, je ne pense pas du tout que ce soit les Stones qu'il faille blâmer, mais plutôt Allen Klein, qui est reconnu pour être l'un des plus grands businessmen de la musique, mais aussi le plus shark. Ce n'est qu'en 2019, près de 20 ans après la sortie de la chanson, que Mick Jagger et Keith Richards ont finalement cédé leurs droits d'auteur sur Bittersweet Symphony à Richard Ashcroft, le chanteur principal de The Verve. Cela avait été annoncé lors d'une cérémonie où Ashcroft avait reçu le prix de contribution exceptionnelle à la musique britannique. And now Mick and Keith have given me the royalties back for Bittersweet. It's even more sweeter than it was before. Ce qui a donc mis fin à l'un des plus grands litiges de l'histoire de la musique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, personnellement je la trouve dingue. Quoi qu'il en soit, Bittersweet Symphony reste un grand classique.
On passe au troisième round de cet épisode. Vous m'avez demandé d'enquêter sur We Can Be Friends, Wait For Your Love de Ariana Grande versus Dancing on My Own de Robyn. Mais avant de passer au décryptage, si vous appréciez ce genre de contenu, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et de liker cette vidéo. Sur ma chaîne, chaque semaine, vous retrouverez des décryptages sur les plus grands classiques de la pop et aussi des interviews avec des artistes. Allez, réécoutons ces deux chansons qui vous semblent similaires. Ces deux bijoux pop, We Can Be Friends de Ariana Grande et Dancing on My Own de Robyn. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. But just gotta see it for myself. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, we can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you're like me. C'est pas ça, j'ai mal à chaque fois. Wait for your love. Ce clip, il est magnifique. C'est quand même deux chansons incroyables. We Can't Be Friends est tellement touchant, je vous avoue que j'ai lâché ma petite larme en découvrant le clip. Précisément à ce moment, je trouve qu'on ressent toute sa peine et personnellement il ne m'en fallait pas plus. Je ne sais pas trop comment décrire le sentiment que me provoque cette chanson. C'est bourré de nostalgie et de mélancolie. C'est un peu ce moment, vous savez, où vous vous résignez à ce que votre relation soit terminée et que vous savez pertinemment que vous allez rentrer dans la prochaine étape qui est celle du manque. Ça sent le vécu, vous allez me dire, pas du tout, I wish. Ou sinon un exemple un peu plus parlant, c'est lorsque la dernière chanson de la soirée retentit et que vous savez que vous allez devoir rentrer, mais vous rentrez seul. Là par contre ça sera le vécu. Je trouve que ce sentiment-là, il est très présent sur Dancing on My Own de Robyn, qui est juste pour moi un bijou pop, elle est magique cette chanson. Donc de prime abord, la première similarité qui me saute à l'esprit, c'est celle de l'atmosphère globale. Alors je ne crois pas qu'il s'agisse d'un sample ou d'une interpolation, voire même d'un plagiat. Le rythme et le tempo sont assez proches, 116 BPM pour la chanson d'Ariana contre 117 pour celle de Robyn. Les synthés des deux chansons semblent être de la même famille. En tout cas, lorsque j'ai découvert ce titre pour la toute première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Dancing on My Own de Robyn. D'ailleurs, si on s'amuse à mélanger les deux chansons à travers un mashup, le résultat est pour le moins surprenant et significatif. Écoutez. En tout cas, Robyn ne semble pas être présente sur les crédits de la chanson d'Ariana. Je ne vais pas non plus parler de plagiat, car pour moi ce n'en est pas un, mais je dirais que We Can Be Friends est la petite sœur de Dancing on My Own. Chanson qu'on avait d'ailleurs décryptée ensemble l'année dernière, je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a plein d'autres chansons qui sont un peu dans cette même lignée que Dancing on My Own. Je pense à Supercat de Lorde, qui est l'une de mes préférées de l'artiste. Ou même cette chanson qui s'appelle Fast Slow Disco. Écoutez. Sinon, un autre point commun que l'on peut relever, c'est à quel point leurs deux voix sont absolument magnifiques. Écoutez-moi ça. I'm right over here. Why can't you see me? Oh. Et en fait, je trouve que ce sont deux hymnes pop qui sont liés parce que ce sont deux hymnes pour les cœurs brisés. Belle rime ça. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Dancing on My Own parle de se sentir isolé, seul et ignoré, puisque dans cette chanson, Robin est dans un club et donc elle regarde l'homme qu'elle aime, qui est en train de danser avec une autre femme, tandis que cet homme, lui, ignore sa présence. Quant à We Can Be Friends d'Ariana Grande, cette chanson explore la réalité qui peut s'avérer parfois amère des sentiments non partagés au sein d'une amitié. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Elle reconnaît que l'intensité de ses désirs menace l'équilibre de leur amitié, ce qui rend une véritable connexion juste impossible. Ce sont deux chansons super vulnérables. Je trouve que tout est parfait dans ces deux chansons. Pour moi, Ariana Grande vient de sortir l'un de ses meilleurs albums. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo reaction sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Je suis absolument conquis par ce nouvel album. Je l'écoute en boucle depuis une semaine. J'ai adoré également le clip de We Can Be Friends, qui fait un clin d'œil au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est sorti en 2004. Ariana y joue le personnage de Peaches, tandis que le formidable Evan Peters joue son ex-petite amie. Et donc vous avez des scènes qui font directement référence au film. Et surtout, j'adore la outro de cette chanson que je trouve absolument épique. Récemment, Ariana Grande a performé la chanson au Saturday Night Live en explorant un registre vocal un peu plus grave. Bref, c'était magique. Regardez. Allez, on passe au 4e round de cet épisode avec Love on the Brain de Rihanna versus Good Time de Al Green sorti en 72. Deux chansons absolument fantastiques. Réécoutons les deux titres. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this world keeps on turning. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Lay your head on my pillow. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Love on the Brain. C'était sûrement la plus belle surprise de l'album entier, et l'une de ses plus belles chansons d'amour. Il est vrai toutefois qu'on peut trouver qu'il y a une ressemblance avec la chanson de Al Green, particulièrement sur l'intro de la chanson et sur le riff, qui est vraiment le squelette de la chanson de Rihanna. Mais je pense ici qu'il s'agit plus d'une inspiration. Love on the Brain a été coécrite avec Fred Ball, qui avait d'ailleurs expliqué les origines de la chanson. Je le cite. J'ai écrit Love on the Brain en une journée au studio Westlake à Los Angeles. Nous voulions que la chanson soit un peu old school, un mélange entre Prince et Al Green. Cette chanson a une sensation intemporelle, et c'est pourquoi Amy Winehouse n'était jamais pastiche ou rétro, même si sa musique a un son d'âme ancienne. J'aurais adoré entendre Amy Winehouse chanter cette chanson, je pense que ça aurait fité parfaitement avec son registre vocal. Bon, sinon, force est de constater que les auteurs citent eux-mêmes Al Green, donc il s'agit bel et bien d'une inspiration assumée. Fun fact, les auteurs n'avaient pas forcément écrit la chanson avec Rihanna en tête, c'est Jay Brown, le manager chez Roc Nation, qui l'a entendu et qui l'a adoré. Il l'a ensuite envoyé à Rihanna et elle a réagi de la même manière. C'était d'ailleurs la toute première chanson qui a été commandée pour l'album entier. C'est une sacrée prouesse vocale cette chanson. Elle te délivre les couplets en falsetto, donc le registre le plus aigu, et les refrains en voix pleine, et habituellement on pourrait penser que c'est le contraire. J'adore justement quand elle prend sa voix pleine qui casse un peu. And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. Ce qui est fou avec Love on the Brain, c'est à quel point son succès a été organique. Un vrai hit en sous-marin qui a gravi les charts tranquillement avant de s'installer pendant de longues semaines. Aux US, lors de sa 18e semaine, la chanson est passée de la 13e à la 8e place, devenant son 30e single dans le top 10. Ce faisant, Rihanna est devenue l'une des artistes avec le plus grand nombre de singles dans le top 10 de l'histoire du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Aujourd'hui, elle en dispose de 32 et seule Madonna est devant, avec 38 top 10 au total depuis le début de sa carrière. Malheureusement, au plus grand désespoir de la Navy, nous n'avons pas eu de clip officiel pour cette chanson, mais Rihanna nous a tout de même servi des performances mémorables de la chanson. Celle qui m'a le plus marqué étant celle des Billboard Music Awards, rappelez-vous.
Enfin, il y a une autre chanson de Rihanna issue du même album que nous avions décrypté dans un épisode des Pop Versus. Je vous le mets juste ici, il s'agit de Same Old Mistakes. Et enfin, 5e round de cet épisode, vous avez été plusieurs à me l'envoyer celui-ci. Il s'agit de Diams avec DJ versus Spicy Margarita de Jason Derulo featuring Michael Bublé. Alors aussi surprenant que cela puisse paraître, ce feat existe réellement. Eh bien réécoutons ces deux titres. Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. Donc laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Non, 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 non. Bon, ici ça semble évident, il s'agit d'une interpolation, c'est-à-dire un sample qui a été rejoué. Il ne s'agit donc pas d'un plagiat puisqu'en réalité les deux chansons samplent le même titre. Il s'agit de Quien Sera, composé par Pablo Bertrán Ruiz, compositeur et chef d'un grand orchestre qui a d'abord enregistré une version instrumentale puis avec des paroles espagnoles. Écoutez. Cette même chanson est reprise et adaptée avec un succès international par Dean Martin en 1954 sous le titre anglais Sway. Rhythm start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Et cette chanson a été reprise un nombre incalculable de fois. Je pense à Jennifer Lopez, mais aussi à Björk. Et bien évidemment à Diams qui s'est amusé à rejouer le sample sur DJ. Trop bonne idée en vrai. DJ, ça reste l'un des titres signature de Diams. C'est d'ailleurs le 9e titre le plus vendu de l'année 2003 en France. Le numéro 1, c'était Chihuahua de DJ Bobo. J'avais d'ailleurs dédié une vidéo sur les chansons les plus vendues en France entre 2002 et 2012. Je vous la mets juste ici. DJ a été un énorme succès chez nous. La chanson a été certifiée platine et n'atteindra jamais la première place en France puisqu'elle sera bloquée au second rang par Laisse parler les gens. Souvenez-vous. On s'en fout, on dit que tu aimes, tu l'as raconté. On dit que c'est toi le miel des âmes en soirée. On peut également noter que Diams a été récompensé aux Victoires de la musique pour cet album, une première pour une rappeuse. Toutefois, c'est l'album suivant, Dans ma bulle, qui va lui permettre d'avoir son air impérial. Un album triple platine avec plus de 900 000 exemplaires vendus en France, c'est l'album le plus vendu de l'année 2006 en France. Slay. Écoutez les amis, c'est la fin de ce 9e épisode des Pop Versus, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, c'est le moment de rétribuer la vidéo d'un like, de vous abonner à la chaîne, et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres chansons que vous trouverez similaires, j'irai piocher là-dedans pour le prochain épisode. Ça faisait très longtemps que vous me demandiez un nouvel épisode de cette série, si jamais vous n'avez pas vu le dernier en date, je vous le mets quelque part sur l'écran. Je viens de capter aussi que je n'avais pas lancé le générique au début de vidéo, dites-moi justement si vous préférez quand on commence direct comme ça, très frontal, ou si vous préférez avoir le petit générique comme d'habitude. Du coup, je vais le mettre maintenant avec les deux vidéos qui s'affichent, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode, prenez soin de vous, je vous kiffe, ciao.